Je suis Amélie Carrière et je suis chargée du programme Agriculture biologique d'Arvalis. Et donc, j'animerai cette session cet après-midi. Donc, cet après-midi, nous allons parler de gestion de bioagresseurs en agriculture biologique. Et ce qu'on va vous présenter se basera sur les résultats d'essais. Au programme aujourd'hui, 3 présentations. Une présentation sur le biocontrôle et les résultats d'essais de ces 2 dernières années. Une présentation sur la gestion des ravageurs en maïs bio avec Clémence. Et puis, pour finir, une présentation sur la gestion du rumex en agriculture biologique avec les résultats du projet Capable avec Cécile Roch. Et donc, pour commencer, je laisse la parole à Delphine qui va vous présenter les résultats des essais biocontrôle. Donc, bonjour à tous, Delphine Boutet, ingénieure régionale en Île-de-France et responsable de la ferme de Boigneville qui possède des dispositifs longue durée en agriculture biologique avec également des essais annuels. Donc, pour commencer, je voulais remettre un petit point de contexte avant de vous présenter les résultats de 2 années d'expérimentation. C'est vrai que quand on est jeune converti, souvent les agriculteurs me posent la question, mais pourquoi on ne parle jamais de septoriose en bio, alors qu'en conventionnel, c'est la maladie la plus importante, notamment dans le bassin parisien. Donc, je vais essayer de vous apporter un certain nombre de réponses. Alors, déjà, quand on regarde, est-ce que finalement, il faut protéger ces blés? On a quand même des facteurs qui sont très favorables à ce qu'on apporte quelque chose de supplémentaire au blé, notamment du fait qu'on a des prix très élevés. On a également des solutions qui sont autorisées en bio et qui sont proposées par un certain nombre d'organismes sur le terrain. Et vous avez des agriculteurs qui ont encore des pulvérisateurs à leur disposition, notamment les plus jeunes convertis. Les facteurs qui, par contre, balancent contre une protection foliaire des blés, c'est tout d'abord cette absence d'attaque de septoriose. Effectivement, la première chose qu'un jeune converti apprendra, c'est que avant d'avoir une attaque de septoriose significative, va falloir se lever tôt, puisque s'il suit les bons principes de l'agriculture biologique, qui est de ne pas semer précocement, de semer dans le cadre d'une rotation diversifiée, et surtout de ne pas apporter beaucoup d'azote, vous verrez que en mettant bout à bout tous ces leviers-là, on ne verra. En tout cas, on n'a jamais vu, moi, pour ma part, depuis 20 ans, une attaque significative de septoriose sur blé bio. À noter également qu'aujourd'hui, les produits efficaces en termes de biocontrôle, qui sont utilisés en agriculture conventionnelle, ne présentent pas d'efficacité contre la rouille jaune, qui est aujourd'hui problématique dans la moitié nord de la France surtout, et qui nécessite de passer par la résistance variétale. De plus, souvent, les agriculteurs bio, pour un certain nombre, revendiquent le fait d'être passés pour notamment bénéficier d'un meilleur voisinage. Effectivement, là, si vous remettez un pulvérisateur dans les champs, malheureusement, une personne lambda ne fait pas de différence entre un pulvérisateur d'agriculteur bio et d'agriculteur conventionnel. Et le dernier point qui va en défaveur de cette protection foliaire, c'est qu'un pulvérisateur, ça nécessite de l'entretien et donc il faut qu'il soit rentabilisé si on le garde sur l'exploitation. Voilà pour le contexte. Je voulais, avant de présenter les résultats, faire un petit point de réglementation. Alors, je l'ai appelé la minute réglementaire, on n'ira pas plus loin. Sachez que quand on parle de protection des plantes, il existe une réglementation française qui définit ce qu'est un produit de biocontrôle et qui permet en fait, qui est publié chaque mois par la DGAL et qui permet notamment aux conventionnels de pouvoir utiliser ces produits en revendiquant par exemple
de faire de la publicité, que les homologations soient facilitées, puisque, je vous rappelle, un produit biocontrôle nécessite une autorisation de mise sur marché. Alors, tous les produits de biocontrôle français ne correspondent pas à des produits qu'on peut utiliser en agriculture biologique, sachant que la définition des produits utilisables en agriculture biologique se fait pour les matières actives au niveau de l'Europe. Alors pourquoi? Parce que par exemple, en biocontrôle, on a des herbicides qui ne sont pas utilisables en agriculture biologique, même s'ils correspondent à des produits de biocontrôle. Le soufre, par exemple, par contre, peut être commun à ces deux listes. Le cuivre, par contre, n'est pas reconnu aujourd'hui comme produit de biocontrôle en France, en tout cas sur la liste officielle, puisque aujourd'hui, il a montré qu'il y a un certain nombre de problèmes liés à son écotoxicité et notamment son impact sur les organismes du sol. Donc voilà, à côté de cela, à côté de ces produits qui peuvent revendiquer officiellement une protection des plantes, vous avez également tout ce qui est préparation naturelle peu préoccupante, qui eux ne sont pas des produits, donc il n'y a pas d'autorisation sur le marché, mais qui, grâce à cette réglementation française, peuvent être utilisés dans le cadre d'une protection fongicide. Et par exemple, on peut utiliser à cet effet le purin d'ortie, qui est considéré aujourd'hui comme une substance naturelle à usage biostimulant vis-à-vis de la protection des plantes. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec la réglementation. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire depuis 2 ans avec notre partenaire, la Chambre d'agriculture de région Île-de-France? C'était d'essayer de répondre à cette fameuse question, y a-t-il un intérêt ou pas de protéger les feuilles du blé vis-à-vis de la septoriose, qui reste la maladie la plus importante en France, mais qui est surtout connue, comme je vous l'ai dit, en conventionnel. Et donc, on a mis en place, on est parti pour 3 années. Donc, je vais vous présenter déjà les 2 premières campagnes de résultats. Alors, qu'on soit clair, on s'est mis à chaque fois dans un contexte d'agriculture biologique. Il était hors de question qu'on se mette sur une variété sensible, qu'on allait fertiliser de façon très élevée pour essayer d'aller chercher de la maladie. On s'est vraiment mis dans un contexte de rotation diversifiée, dans une situation tout à fait commune, dans des situations communes de la région chez des agriculteurs en bio. Alors la première année, on a testé donc le Vacciplan, le nectar céréal, l'héliosouffle et le Purmel qui est un mélange d'ortie, consoude et prêle, de soufre au phosphore. Donc ces produits qui sont très variés de par leur composition et leur façon d'agir, ont été positionnés en préventif une seule fois en début de montaison. Alors, je vous rappelle quand même que le contexte climatique n'avait pas été du tout favorable à la septoriose en 2020, puisqu'on avait une grosse période de sec qui avait suivi par un retour des pluies, mais un retour des pluies qui n'était pas favorable à la maladie. Donc, en 2020, aucune notation maladie n'avait pu être réalisée. Donc, je vais vous présenter et vous rappeler uniquement les effets sur le rendement. Alors, vous avez ici donc une synthèse des 4 essais qui avaient été réalisés. Tous les essais individuellement étaient non significatifs, malgré leur précision. Donc ça veut dire que s'il y avait eu des vraies différences, on les aurait vues à ce niveau-là. La nuisibilité moyenne dans la synthèse est d'un quintal 8. Et quand on regarde les rendements bruts, c'est-à-dire les rendements obtenus à la machine en les ramenant à la même humidité, vous voyez, c'est non significatif, c'est tout pareil. Le traitement non traité est à 37,6 quintaux, pendant que la meilleure modalité fait 39,1, mais quand on fait les analyses statistiques, celles-ci révèlent que les différences sont non significatives. En analysant les rendements nets, donc les rendements nets, on retranche le coût du produit en utilisant le prix du blé qui était en 2020 pris à 45 € le quintal. Sans prise en compte du passage, on arrive à trouver une petite différence significative. Donc, en conclusion, l'enjeu semblait limité en 2020.
Donc on a voulu remettre ça cette année en se disant, bon, alors si on veut montrer qu'il y a vraiment un intérêt, on va essayer de doubler les applications qui correspondent finalement pour certains mieux aux préconisations du fournisseur. On va positionner ça toujours en préventif, donc entre 1 et 2 nœuds et à dernière feuille étalée pour la seconde. On va espérer que le climat soit plus favorable à l'expression de la maladie. Donc en 2021, on a toujours une autre sécheresse de début montaison, mais par contre les pluies très importantes qui ont suivi ont permis de développer la septoriose, donc même tardivement, celle-ci s'est pas mal développée chez les conventionnels. Donc on avait des conditions beaucoup plus favorables à l'expression de cette maladie et donc potentiellement aux effets de protection foliaire dans notre cas. Donc les notations maladies ont pu être cette fois-ci réalisées sur les essais dont on a exploité cette année les résultats. Alors maintenant, si on regarde les résultats, vous avez à votre gauche les efficacités. Donc les efficacités, c'est lié aux notations qu'on peut faire sur les feuilles et qu'on ramène, enfin qu'on regarde au regard du pourcentage de maladies observées sur le témoin. Donc on arrive au maximum à 38% d'efficacité, mais en fait, quand on regarde l'analyse statistique, il n'y a pas de différence significative. À votre droite, vous avez les rendements bruts. Et même chose, le témoin fait 52,9 quintaux. Donc autant vous dire qu'on trouve une nuisibilité négative et que les essais qui sont non significatifs individuellement, quand vous les regroupez, ils ne le sont pas non plus. Alors on a été un petit peu plus loin, on a voulu regarder ce que donnaient les rendements nets cette année. Bon, je vous rappelle que le rendement témoin il est à 52,9 quintaux, donc quand vous retirez le coût des produits, il est forcément les rendements bruts diminuent et on obtient des rendements nets qui vont entre 50,4 et 51,5. Donc, autant vous dire que la conclusion de 2021, c'est que malgré la maladie, alors certes qui est arrivée tardivement, mais cette année, on en avait plus que l'année d'avant, on ne voit aucun enjeu aujourd'hui de cette protection des plantes. Alors, pour nous, c'est vraiment lié au fait qu'on soit en conduite en agriculture biologique, puisque en fait, le soufre notamment a montré ces dernières années qu'il y avait un vrai intérêt pour gérer la septoriose, notamment sur des blés conventionnels. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ces produits-là, on ne voit rien parce qu'ils n'ont pas d'efficacité intrinsèque. En tout cas, pour le soufre, quand on est sur un blé conventionnel, on voit un gain au niveau des efficacités et des rendements par rapport aux témoins. Donc là, c'est vraiment pour nous lié à la situation d'agriculture biologique, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des variétés qu'on sème pas tôt et sur lesquelles on apporte peu d'azote, ce qui explique qu'on n'a pas des biomasses exubérantes et ce qui limite réellement la maladie. Voilà, c'était un petit point rapide sur les biocontrôles. Sachez que on va continuer, on va poursuivre sur une 3e année pour essayer d'avoir un autre contexte pédoclimatique et que on conclura au bout de ces 3 années sur l'intérêt ou pas de ces produits vraiment dirigés sur la protection maladie. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu vous présenter ce matin sur tout ce qui est biostimulant, et cette fois-ci on parlait de nutrition. Et pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire de ce matin, il sera en rediffusion. Et donc si vous avez des questions sur les biostimulants, mais d'un point de vue nutrition, je vous renvoie vers le webinaire de ce matin. Donc bonjour à tous, Clémence Aliaga, donc moi je suis la régionale Arvalis pour la partie Sud-Aquitaine et donc je vais vous faire un point sur quelques résultats d'essais que l'on a pu avoir sur la lutte contre les ravageurs en maïs bio. Donc
Premier ravageur qui nous intéresse particulièrement, d'ailleurs en bio et en conventionnel, c'est les taupins, puisque effectivement ils sont quand même le premier ravageur à causer des dégâts sur toute la surface maïs française. Et puis c'est particulièrement aussi problématique en bio parce que on est assez démunis en termes de solutions pour lutter sur ce ravageur qui peut rester dans les sols une fois qu'il y est assez longtemps. Donc c'est un souci majoritairement sur toute la zone façade atlantique, hein, donc dans le sud-ouest, mais aussi Pays de la Loire et en Bretagne. Et du coup, il fait l'objet d'un certain nombre de projets et d'expérimentations. Et donc là, les résultats que je vais vous présenter, ce sont des résultats qui ont été obtenus dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Remix, qui a financé donc des études sur l'efficacité des plantes APA sur taupin en 2019 et 2020 dans la zone du coup Ouest France. Et donc les résultats de cette synthèse sont issus des travaux de Terena et d'Arvalis. Donc là, dans le cadre de ce projet, il y avait des associations qui ont été faites à la fois sur des parcelles conventionnelles et à la fois sur des parcelles en bio. Et donc là, je vous ai extrait uniquement les résultats donc, des parcelles en bio. Donc le principe des plantes pièges, c'est en fait de détourner le taupin de la culture de maïs, donc c'est-à-dire de mettre en association avec le maïs des plantes qui vont attirer le taupin avant que les taupins ne puissent aller consommer le maïs. Donc l'idée, c'est d'avoir des plantes compagnes en germination avant le maïs qui vont du coup fixer entre guillemets les taupins et laisser le temps du coup au maïs de se développer. Donc c'est vraiment la germination de la plante compagne qui attire le taupin. Donc c'est pour ça que ça marche beaucoup moins quand on a des semences qui ne vont pas entamer leur processus de germination. Puisque avec des semences par exemple qu'on aurait inertées, ça fonctionne pas puisque c'est la germination qui attire le taupin sur cette plante compagne. Et donc le mode d'emploi que l'on a réussi à caler au fur et à mesure des expérimentations sur les plantes compagnes, c'est déjà ce qu'on a déjà pu cadrer, c'est qu'il faut que ces plantes compagnes soient semées en plein ou dans l'interrang et surtout enfouies dans les 10 premiers centimètres du sol. L'idée, en fait, c'est qu'on ait des plantes compagnes en germination qui vont être atteintes par les taupins qui remonteront ici à la surface du sol avant le maïs. Si on met les graines de plantes compagnes en surface, ce qui va se passer, c'est que les taupins, ils vont atteindre le maïs avant d'atteindre les plantes compagnes. Donc, du coup, ça ne fonctionnera pas en termes de stratégie d'appât. Donc, l'enfouissement quand même des graines, il est quand même important. Autre chose aussi, il faut quand même une dose suffisante pour multiplier les points d'appât. Donc, quand on est sur des céréales à paille, donc on peut mettre du blé, on peut mettre de l'orge, il faut un minimum de 100-120 kg de céréales par hectare pour avoir un effet suffisant. On avait travaillé il y a longtemps des effets dose et c'est vrai qu'on est tombé sur cette dose pivot qu'on considère comme efficace pour appâter les taupins. Et puis autre chose aussi, il faut que cette mise en place de la plante compagne, de la plante appât, se fasse assez proche du semis. Donc idéalement 2-3 jours autour du semis. Pourquoi? Toujours pareil, c'est pour que on puisse avoir une plante compagne qui germe quasiment en même temps que le maïs et laisser du coup au maïs le temps de se développer pendant que la plante compagne se fait attaquer par les taupins. Donc voilà à peu près ce qu'on a appris au cours du temps dans les expérimentations sur les plantes appât. Et puis quand on raisonne aussi en bio, la partie destruction de la plante compagne va évidemment être très très importante puisque il faut quand même avoir une destruction assez précoce. On conseille en général vers 3-4 feuilles du maïs pour éviter la concurrence entre la plante compagne et le maïs. Sachant que dans certains cas, et notamment dans mon secteur où il pleut beaucoup, des fois il faut faire plusieurs passages pour réussir à avoir une destruction de la plante compagne qui va être suffisante.
Donc, quelques photos pour vous les illustrer un petit peu les essais qui ont été mis en place sur la façade ouest de la France. Donc là, vous voyez par exemple une parcelle où on avait semé effectivement une céréale en tant que plante à pas. Et vous voyez qu'on est sur des profondeurs ici de germination qui sont aux alentours de 6-7 cm. Donc voilà, quelque chose qui sera en dessous du maïs. Et quand on voit sur la photo suivante, ce qu'on peut remarquer, c'est que si cette plante compagne, effectivement, elle est à la bonne profondeur, eh ben, on va avoir des attaques de taupins on voit que ça marche, c'est-à-dire que les taupins vont sur cette plante à pas pour se nourrir. Là, on voit bien les symptômes. Déjà, on voit le taupin et puis les symptômes caractéristiques des attaques de taupins sur céréales à paille. Donc, les suivis qui ont été faits dans les parcelles bio dans le cadre de ce projet Remix, ça consistait à quoi? En quoi ça consistait en fait à comparer deux modalités dans une même parcelle. Donc, à gauche ici, la modalité maïs seul, hein, c'est-à-dire un maïs classique conduit en bio, où on a fait donc 4 placettes de comptage du nombre de plantes et du nombre de plantes attaquées par les taupins. Et puis, sur une autre partie de la parcelle, donc on a semé une plante à pas, donc dans ce cas-là, une orge, en association avec le maïs, que l'on a détruit ensuite. Donc, le protocole, hein, c'était 75 à 100 kg par hectare d'orge semée au semoir à céréales dans l'interrang, et puis une destruction ensuite par binage. Donc, les résultats de ces parcelles, vous les avez ici. Donc, ce graphique, comment est-ce qu'il faut le lire? Vous avez ici, en gris, le pourcentage moyen d'attaque sur le témoin non traité. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça a une représentation de la pression taupin. Si on ne fait rien, combien de pourcentage de plantes vont être attaquées par les taupins? En vert, vous avez le pourcentage d'attaque moyen d'attaque sur les parcelles où on avait mis donc la plante à pas en localisé. Donc, logiquement, si le bâtonnet en vert est supérieur au bâtonnet en gris, ça veut dire qu'on n'a aucune efficacité. Et donc, le pourcentage d'efficacité de la technique, on le calcule donc par différence entre ces deux bâtonnets. Donc, les pourcentages d'efficacité sont indiqués au-dessus des graphiques. Et vous avez pour une parcelle le pourcentage moyen d'attaque qu'on a eu sur une modalité où on a mis la pas en plein au lieu de mettre en localisé. Donc, ce qu'on remarque, c'est que déjà, dans ce réseau de parcelles ici en bio, alors il y a 3 années, hein, ici le nom des parcelles, vous retrouvez l'année d'expérimentation. Ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a quand même quasiment la moitié des parcelles où le pourcentage d'attaque par les taupins était quand même assez faible, hein, aux alentours de 10%. Et dans ces cas-là, l'efficacité de la technique de plante à pas, elle est quand même assez variable, hein, donc de 0 à 81%. Bon, après, c'est vrai que les différences, elles sont ténues quand même à ces niveaux d'attaque. Et puis, dans les cas où on a eu quand même des pourcentages d'attaque assez importants par les taupins, donc de 19% à 60% d'attaque par les taupins dans les témoins, on a des efficacités qui varient de 19 à 57%. Donc, on a des efficacités qui sont variables, certes, mais qui existent et qui permettent de limiter un petit peu l'impact des taupins sur le maïs. Donc, l'efficacité, elle existe. Après, autre critère qui a été regardé, c'est l'efficacité du désherbage dans la parcelle. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va semer la plante à pas, l'orge, et ensuite, on va venir la détruire, donc dans le cas des parcelles en bio, par binage. Et ensuite, on peut regarder l'efficacité du désherbage de la parcelle par rapport à la modalité où il n'y a pas eu de plante à pas. Et quand on regarde, on voit quand même que le désherbage, ça reste quand même quelque chose d'assez critique dans cette technique-là.
on voit que les pourcentages d'efficacité du désherbage varient quand même de manière assez importante jusqu'à être quand même vraiment pas du tout satisfaisants. Et les causes de ces échecs de désherbage, on les connaît, hein, c'est soit des désherbages trop tardifs. Donc c'est vrai qu'on sait que quand on va abîmer une céréale après le début du talage, on court quand même le risque que ça ne fonctionne pas. On a aussi identifié dans certaines parcelles des problématiques vraiment d'efficacité du passage avec des dents qui n'ont pas bien scalpé du coup certains rangs d'orge et du coup de l'orge qui est reparti. Et puis bien entendu, les risques d'échec en désherbage mécanique qu'on peut avoir, c'est aussi derrière, ça peut être lié à des conditions climatiques pluvieuses après le passage donc de l'outil mécanique qui vont faire que on va avoir du repiquage, ça qu'on peut avoir avec des adventices classiques. Donc c'est vraiment un point très critique. Donc on a résumé ici sur une diapo les points qu'on a notés quand même comme très importants, les écueils à éviter et les clés de réussite, à la fois pour maximiser l'efficacité des plantes à pas sur taupin et puis pour diminuer le risque de concurrence sur maïs. Parce que là, on est vraiment sur une cohabitation, enfin, on essaye d'avoir une cohabitation harmonieuse entre la plus harmonieuse possible entre le maïs et la plante à pas, et à la fois de maximiser le rôle de la plante à pas. Donc, sur des stades jeunes, vraiment avoir un effet à pas pour détourner les taupins du maïs, mais sans que la plante à pas prenne non plus trop le pas sur le maïs. Donc, pour que les larves de taupins se fixent en priorité sur les plantes à pas, le mieux, c'est d'avoir effectivement des plantes à pas qui ne soient pas trop loin du rang. L'objectif, c'est 20 cm du rang. Malgré tout, il faut être très prudent quand même avec ça, puisque si on se décale un peu trop vers la ligne de semis du maïs, on peut avoir une concurrence assez importante. Donc, des plantes à pas, on l'a déjà dit, à densité plutôt élevée, hein, pas trop faible. Donc, on a un objectif de 100 kg/ha de plantes à pas. Et surtout, des plantes à pas qui ne soient pas semées trop superficiellement. Donc, objectif là aussi entre 5 et 10 cm de profondeur. Donc voilà, c'est un petit peu des schémas. Vous avez en bas des schémas de ce qu'il faut viser. Donc en localisé, 100 kg hectares enfouis. En plein, c'est pareil. Alors si on veut le faire en plein, mais c'est vrai avec des problématiques de désherbage importantes quand même derrière, le mieux c'est de faire un semis à la volée, derrière d'enfouir avec des chômeurs ou autre, et ensuite de venir semer le maïs. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien en conventionnel, mais en bio, il faut faire attention quand même pour le désherbage. Par contre, surtout pas de plantes à pas à la volée et non enfouies. Ça va pas fonctionner. Et pour éviter donc le risque de concurrence sur le maïs, éviter d'avoir des appâts qui soient semés trop près du rang et trop superficiellement, parce que on va avoir une croissance très rapide de la plante à pas et notamment de l'orge, qui a bien sûr un zéro de végétation qui est plus bas que celui du maïs, donc qui va très vite prendre le pas sur le maïs et qui va concurrencer la culture. Et c'est quand même, il faut savoir, dans ce réseau ici de parcelles, c'est ce qui est arrivé dans 7 parcelles sur 21, avec un positionnement des plantes à pas trop proche du rang et donc une concurrence sur le maïs. Donc la mise en œuvre de cette technique, elle reste quand même délicate, surtout en bio du coup, et elle nécessite quand même d'adapter les matériels pour faciliter donc l'implantation et la destruction, donc pour éviter d'avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ici par exemple, un exemple sur une parcelle où le semis de l'orge a été fait avec le fertiliseur classique, le localisateur, et ce qu'on voit, c'est que déjà on a l'orge qui est beaucoup trop proche du rang de maïs et donc qui concurrence le maïs, et puis en fait les grains qui sont enterrés uniquement à 4 ou 5 cm, ils ont une émergence concomitante à celle de la culture. Et du coup, on a un rôle de plante à pas qui n'est pas du tout joué. Et derrière, des plantes de maïs qui sont attaquées par les taupins. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur la photo d'en bas. À la fois, l'orge trop développée
trop vigoureuse à côté de la plante, et puis à la fois le plant de maïs qui va être attaqué par les taupins. Donc là, vraiment, c'est le scénario qui n'apporte rien par rapport à la protection taupin. Alors, l'implantation de la plante APA, c'est crucial. La destruction également. Donc, le binage pour détruire la plante compagne, il faut vraiment qu'il soit assez précis pour bien cibler en fait le rang d'orge. Donc, l'idée, on l'a déjà dit, c'est de passer avant le talage de l'orge pour bien scalper les plantes. Si on passe au-delà, effectivement, on risque de détruire de manière partielle uniquement l'orge et aussi de rabattre les plantes sur le rang de maïs. Et c'est quand même quelque chose qu'on a noté dans un certain nombre de parcelles, c'est que si on fait des binages qui sont trop rapides, au premier passage, le risque, en fait, c'est qu'on va avoir des rabattements des plantes compagnes sur le rang, des mottes qui vont être projetées aussi, des mottes avec des plantes compagnes qui vont être projetées sur le rang, et derrière, du coup, des orges qui vont repiquer vraiment tout près du rang de maïs. Donc là, c'est vraiment le phénomène à éviter. Et pour ça, on conseille vraiment de faire des passages de bineuses assez lents sur les premiers stades de destruction de l'orge. Quelques photos pour vous illustrer un petit peu cette partie destruction. Donc là, voilà, par exemple, un passage de bineuse sur l'orge. Donc là, vous avez l'état de l'orge juste après ce passage. Bon, bien entendu, hein, les conditions climatiques derrière jouent beaucoup sur l'efficacité de ce passage. Et puis, photo d'après, ce qui se passe quand on fait un binage trop rapide. Donc là, c'était le cas effectivement d'une parcelle où on a eu un binage rapide au premier passage. Ce phénomène-là de rabattement des plantes compagnes sur le rang. Et derrière, bah, du coup, des repiquages des pieds d'orge qui n'ont pas pu être maîtrisés par la suite et donc de toute façon, le maïs est une plante qui est très sensible à des phénomènes de compétition précoce, et du coup, on a eu quand même une certaine nuisibilité de l'orge sur le maïs. Alors là, je viens de vous parler des plantes APA. Donc les plantes APA, ce sont les plantes vivantes, enfin les plantes compagnes en fait, hein, les plantes vivantes qu'on va essayer de garder vivantes pour qu'elles servent d'appât aux taupins, et derrière, par contre, bah, il va falloir les détruire. Donc c'est vrai que c'est une technique qui marche, qui fonctionne, on la connaît en conventionnel, elle marche en bio également. Par contre, elle pose ces problèmes de destruction et de risque derrière qu'on peut avoir de repiquage, ou même de risque de ne pas pouvoir les détruire si on a des conditions climatiques qui ne sont vraiment pas favorables au passage du désherbage mécanique. Donc, il y a une autre piste que l'on travaille, c'est ce qu'on appelle les appâts inertes. Donc, les appâts inertes, c'est le même principe, c'est-à-dire on cherche à appâter les taupins, à attirer les taupins avant qu'ils atteignent le maïs, mais l'avantage des appâts inertes, c'est qu'on n'a pas derrière à gérer une destruction d'une plante compagne. Donc, on a testé cette année deux types d'appâts inertes. Donc, le premier type d'appât inerte, c'était un mélange de couscous et de polenta. Donc, 120 kg/hectare de couscous plus 60 kg par hectare de polenta. Et deuxième type d'appât inerte, on a testé classiquement hein, des PAT. Donc, c'était un 960 que l'on a enfoui. Ah oui, hein, en termes de positionnement, ces appâts inertes, hein, on les a épandus en plein avant le semis, et ensuite on les a incorporés sur 10-15 cm. Et ensuite, on est venu semer le maïs. Donc, quels sont les résultats? Donc, vous voyez ici le pourcentage d'attaque dans le témoin. On est à 38% d'attaque des taupins dans le témoin. Et puis, on a, sur le mélange couscous-polenta, on n'a plus que 25% d'attaque
de topin sur le maïs. Donc, on a quand même une baisse des attaques. Et puis là où on a été agréablement surpris aussi sur les résultats, hein, c'est sur cet effet justement des engrais organiques sur les attaques. Alors là, encore une fois, hein, épandues en plein puis incorporées, sur le pourcentage d'attaques, on passe à 13% d'attaques par les topins. Donc on a quand même un résultat qui est assez encourageant. Donc on va continuer à poursuivre les recherches sur les appâts inertes, parce que c'est vrai que pour le coup, on n'a plus à gérer les problématiques de destruction de la plante compagne dans le maïs. Et autre piste aussi qui est, alors là, qui est étudiée aussi depuis assez longtemps, hein, c'est les champignons entomopathogènes. Puisque on sait qu'il y a certains champignons qui peuvent du coup donner des mycoses entre guillemets au topin, et donc les faire disparaître. Donc là, une souche que l'on thèse depuis longtemps, c'est le Metarhizium bruneum F52. On a regardé son efficacité dans différents contextes. Donc déjà, on a regardé des applications en rez de semis et en plein avant le semis. Donc vous voyez que ici, donc on est sur des attaques en moyenne dans les sites attaqués de 23% et 40% d'attaques par les topins sur les attaques fortes. Et vous voyez que en gros, avec les applications de mètre 52 RDS, ça veut dire rez de semis, et ici en plein avant le semis, on arrive à des efficacités d'environ 35%. On a regardé aussi les doses de mètre 52, donc ici 50 kg/hectare, ici 125 kg/hectare, et en gros on arrive quand même à augmenter de 25% l'efficacité de cette solution en mettant une dose hectare un peu plus élevée. Donc il y a aussi un effet dose, et là vous voyez donc on maximise tout, hein. On met du mètre 52 à 125 kg en plein avant le semis, on est à environ 50% d'efficacité. Donc, on a quelque chose qui fonctionne. Ici, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est sous format granulé qu'on les pend. Et on a quelque chose qui fonctionne, qui dépend aussi des conditions climatiques, hein, puisque le mètre 52, c'est un champignon. Donc, là, comme tout champignon, il y a besoin notamment d'humidité pour fonctionner. Après, donc, on sait que ça fonctionne. Reste la faisabilité de ce genre de solution à grande échelle, en fait, et notamment, est-ce qu'on peut avoir de la production de ce genre de produits pour tous les hectares qui nécessitent donc une protection. Donc j'en ai fini avec les topins. Une diapo pour vous parler des sangliers, puisque c'est vrai que les sangliers sont souvent pointés comme des ravageurs très problématiques, hein. Alors bien sûr sur le maïs, mais aussi sur beaucoup d'autres cultures. Et donc c'est vrai que c'est un sujet que Arvalis travaille de manière approfondie depuis 2019 pour essayer d'identifier quelles sont les solutions qui pourraient être intéressantes pour lutter contre les sangliers. Donc on a lancé une enquête en fait en 2019 pour déjà connaître les pratiques des agriculteurs sur la lutte contre les sangliers, et puis pour avoir aussi leur retour sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et donc on a reçu énormément de réponses à cette enquête. Donc ce qui en ressortait, c'est que il y avait beaucoup de pratiques qui étaient mises en œuvre pour lutter contre les sangliers, beaucoup qui n'étaient pas d'ailleurs que des utilisations notamment de répulsifs. Il y avait beaucoup qui mettaient des clôtures, qui pratiquaient l'effarouchement, qui agrénaient. Il y avait aussi de l'utilisation de cheveux ou autres solutions. Mais personne, en fait, n'a identifié de solution unanimement satisfaisante. Et donc, en 2020, en 2021, on a mis en place des expérimentations pour tester, en fait, l'efficacité d'un certain nombre de solutions. Donc, des répulsifs gustatifs, olfactifs, et puis aussi des répulsifs sonores, donc, pour regarder, voilà, les efficacités sur la protection du maïs en début de cycle et au stade grain laiteux. Et donc, voilà, ce sont des résultats qui vont être amenés à être consolidés pour qu'on essaie d'identifier effectivement qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans la lutte contre les sangliers.
Et puis on va passer à un dernier ravageur du maïs, donc qui est la pyrale, puisque donc je voulais vous présenter quelques résultats d'essais d'expérimentation qui ont été menés sur l'efficacité du sucre contre la pyrale du maïs. Alors, ce sont des expérimentations que l'on a mis donc dans des essais de lutte contre la pyrale. Alors, ces essais, on les fait quand même majoritairement sur du maïs doux et sur du maïs semence. Donc là, on est plutôt sur de la protection contre la G2 de la pyrale. Donc, c'est des essais qui sont faits en général en double application, plutôt contre de la G2. C'est pas forcément ce qu'on ferait sur du maïs conso ou du maïs fourrage, où de toute façon, de par le fait qu'on ne puisse pas passer tardivement dans les parcelles, on sera plutôt sur la protection contre de la G1. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir quelques idées sur l'efficacité du sucre contre la pyrale. Alors ici, donc, dans cette synthèse d'essai, ce qu'on peut voir, c'est que en termes d'efficacité, alors oui, je vous ai pas dit, dans ces essais-là, on a mis du sucre entre 6 et 600 grammes par hectare, donc vraiment des doses assez variables de saccharose du coup dans les essais. Bon, néanmoins, voilà, on a regroupé tous ces essais et ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, on a 38% d'efficacité du sucre sur l'intensité larvaire et 30% d'efficacité sur la fréquence de plantes attaquées. Donc globalement, voilà, on a quelque chose qui n'est pas faramineux, mais qui a une certaine efficacité sur la pyrale. Alors, quand on a regardé la corrélation entre justement la dose de sucre qui avait été apportée, toujours de saccharose par hectare qui avait été apportée, et le pourcentage d'efficacité, on voit effectivement qu'il n'y a pas forcément de grosse corrélation entre la dose et l'efficacité. Donc, c'est pas vraiment ça qui... Enfin, en gros, c'est pas parce qu'on met une grosse quantité de saccharose qu'on va augmenter l'efficacité. On est plutôt sur quelque chose de pas trop corrélé. Donc, même des petites quantités de sucre, en fait, vont avoir une efficacité sur la pyrale. Par contre, et c'est la diapo suivante, il y a plus de corrélation entre le nombre de pyrales qu'on avait dans le témoin, la fréquence des pyrales dans le témoin, et les intensités d'attaque ou les fréquences de plates attaquées. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand on a peu d'attaques, une attaque qui est assez faible, on a des efficacités qui sont assez importantes. Dès que l'attaque devient très importante, là, pour le coup, on a des efficacités qui sont plus faibles. Donc, c'est vrai que voilà, on arrive à avoir des efficacités de l'ordre de 60% dans le cas de petites attaques. Sur des grosses attaques, on n'arrive pas uniquement avec ces modalités-là à avoir des efficacités très, très importantes. Donc, on passe tout de suite à la dernière présentation de cet après-midi sur la lutte contre les rumex en bio avec Cécile. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc Cécile, ingénieure au service de protection intégrée des cultures au pôle gestion des adventices. J'interviens également dans la filière pommes de terre car je suis en charge des essais désherbage et défanage et je suis impliquée dans divers projets de gestion des adventices, autant en conventionnel qu'en agriculture biologique. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet CAPABLE, dont l'acronyme correspond à contrôler les vivaces et pluriannuels en agriculture biologique. C'est un projet qui a été initié en janvier 2018 et qui a été prolongé d'1 an, donc qui se terminera en juin de cette année. Le porteur de projet, c'est l'ITAB, avec 15 partenaires, instituts techniques, instituts scientifiques, chambres d'agriculture ou encore lycées, dont les logos sont affichés ici sur cette première diapositive. Alors, pour continuer, je vais commencer par vous présenter donc, les objectifs, le contexte du projet, et ensuite, je vous présenterai principalement les résultats des essais au champ, des essais Rumex. Donc voilà, sur cette seconde diapo, je voulais juste rappeler que ce projet est ciblé sur 2 adventices, le chardon des champs et le rumex. Donc on a choisi ces 2 adventices car elles ont une capacité à se régénérer qui est importante et notamment en agriculture biologique, on a des difficultés à les contrôler.
Donc, pour appuyer sur les différences entre ces deux adventices qui ne peuvent pas se gérer de la même façon, je rappelle que le chardon est une vivace, donc dont la reproduction, la multiplication se fait principalement par multiplication végétative à l'aide de drageons, donc par des tiges horizontales au niveau du sol, et que les levées sont principalement au printemps, alors que le rumex peut lever toute l'année, principalement à l'automne et en mars-avril, et a principalement une reproduction sexuée, donc par la production de graines, mais qui peut avoir le comportement d'une vivace lorsque sont collés, donc la partie en fait qui fait la transition entre la tige feuillée et le système racinaire, lorsque donc cette partie, le collet, est fractionné, donc ça peut arriver lors d'un travail du sol, et ben, le rumex est capable de se comporter comme une vivace. Et en fait, à partir des bourgeons végétatifs qu'il y a au niveau de ce collet, le rumex va pouvoir repartir et former de nouveaux rumex. Donc voilà, deux biologies différentes, et ce qui nous amène donc dans le cadre de ce projet à concevoir, caractériser et évaluer des stratégies de gestion. On va chercher à identifier à quel moment, quel outil et quelle fréquence sont efficaces pour gérer ces deux adventices. Combinaison de pratiques, que ce soit une gestion par lutte, une gestion par compétition, et combiner diverses méthodes de production de connaissances, qui nous amène à la diapo suivante, qui résume en fait les différentes actions du projet, où l'action 1 a consisté à mobiliser les praticiens, que ce soit par des enquêtes, des tracks à l'innovation, des ateliers de co-conception, qui nous ont permis en fait d'avoir connaissance de l'ensemble des pratiques qui sont effectuées, qui sont efficaces, et voilà, de regrouper l'ensemble des connaissances au niveau de la gestion de ces deux adventices afin de mettre au point des stratégies dans l'action 2. Donc, c'est la tâche dans laquelle je suis particulièrement impliquée, les tests au champ, où du coup, un protocole et un masque de saisie ont été définis pour la gestion, pour la mise en place de stratégies de gestion du rumex et du chardon au champ. Je suis en charge de l'analyse des essais qui ont été réalisés sur rumex, et mon homologue de Terrinovia, Fanny Villemain, est en charge de l'analyse des essais sur chardon. Dans le cadre de cette action 2, il y a également une évaluation de ces stratégies sur différents critères économiques, environnementaux et organisationnels qui est prévue. L'action 3 consiste à orienter les choix, notamment enrichir l'outil d'aide à la décision Odera Vivace pour la gestion du chardon. Et l'action 4 qui consiste à diffuser l'innovation, où je vais vous présenter un modèle de valorisation de ces essais, autant en chardon qu'en rumex, via un modèle de fiche synthétique en fin de cette présentation. Donc si on continue, là, on va rentrer au niveau de l'action 2 du projet, donc les essais au champ. Donc, comme je l'ai dit, l'ensemble des partenaires se sont regroupés, ont partagé les connaissances et ont défini en fait des modalités à tester, donc modalités différentes entre chardon et rumex que je vais vous présenter dans les diapos suivantes, mais un dispositif expérimental et une méthodologie commune. Et donc, au fur et à mesure de la conduite de ces essais au champ, les responsables d'essais ont renseigné un masque de saisie, qui est commun, pareil, aux deux types d'adventices. Rapidement, pour vous rappeler le protocole, donc une zone d'intervention équivalente à 2 largeurs d'outils a été définie pour ces essais, et une zone de suivi correspondant à 2 tâches de 8 mètres carrés par modalité ont été définies. Donc ici, sur cette diapositive, vous pouvez voir donc la tâche violette là, qui a été divisée en 8 cadres, donc ce qui correspond à 8 cadres de 1 mètre carré chacun, dans lesquels ont été effectués les comptages de rumex et de chardon, donc dans chaque cellule, en distinguant le stade de l'adventice. Donc ces comptages ont été effectués, donc voilà, par modalité, les modalités que je vais vous présenter par la suite. 2 tâches de 8 mètres carrés chacune ont représenté la zone de suivi. Ces comptages ont eu lieu donc en début de projet, donc à l'été 2018, après la récolte
de la culture de 2018. Donc ça correspond à l'état initial. Et ensuite, un état final a été réalisé chaque été, 2019 et 2020, pour un deuxième comptage. Des observations également intermédiaires ont été réalisées qui consistaient à observer s'il y avait présence ou absence des adventices, voilà, après la bourre par exemple, ou avant implantation des cultures. Ici, cette diapositive pour vous rappeler l'ensemble des informations qui ont été collectées grâce au masque de saisie, donc informations communes au chardon et au rumex, à savoir le nombre d'années en agriculture biologique, les caractéristiques du sol, les données météo, l'historique de l'infestation, les dates et conditions de l'intervention, les caractéristiques des outils, donc les comptages et les observations de l'agriculteur. Alors, comme je vous l'ai précisé précédemment, au niveau de l'action 2, je suis en charge de l'analyse des essais qui ont été réalisés sur rumex. Néanmoins, je vais vous présenter les modalités qui ont été définies pour la gestion du chardon. Et je vous ferai un rapide récapitulatif sur les premiers résultats qui se dessinent. Donc, pour les modalités pour la gestion du chardon, il y a une modalité qui a été commune à tous les essais et 2 modalités qui ont été plus spécifiques à une région en particulier. De par le contexte pédoclimatique qui est différent d'une région à l'autre, des stratégies peuvent être plus ou moins efficaces. Donc la modalité 1 a consisté en des déchômages répétés en été et un travail du sol au printemps. La modalité nommée 2A, qui était valable pour les Hauts-de-France et la région sud, consistait pareil en des déchômages répétés en été, mais l'implantation d'une culture étouffante au printemps. La modalité 2B, qui concernait les Pays de Loire, consistait en l'implantation d'un couvert d'intéculture après l'été 2018. Et dans les diapos suivantes, du coup, je vous récapitule en fait sous forme de tableau l'itinéraire culturel donc pour la gestion du chardon, qui a été défini donc en fonction des 3 modalités, où on va retrouver notre état initial à l'été 2018 après la récolte de la culture, donc mise en place de la zone d'observation et comptage. On va retrouver les déchômages répétés à l'été et l'automne 2018 pour les modalités 1 et 2A, et alors que pour la modalité 2B, on va avoir l'implantation d'un couvert d'interculture. Ensuite, pour la modalité 1, on va retrouver un travail du sol au printemps, alors que pour la modalité 2A, on va avoir l'implantation de notre culture étouffante. Ensuite, on va retrouver nos déchômages en été et début automne 2019, l'implantation d'une culture d'automne, et suite à la récolte de cette culture d'automne, un premier état final qui peut être aussi appelé intermédiaire, où on a réalisé de nouveau les comptages. Et si on passe à la diapositive suivante, pour terminer sur le chardon, du coup, voilà, on retrouve les mêmes caractéristiques pour les modalités, donc travail du sol pour les modalités 1 et 2A, implantation d'un couvert d'interculture à l'été-automne 2020 pour la modalité 2B, et un état final à l'été 2021. Donc pour vous partager les premiers résultats que ma collègue m'a fait part, donc pour les essais chardon, il y a à peu près 20 essais qui ont été réalisés, principalement dans la région sud-ouest. Et ce qui leur sort, c'est que du coup, c'est un travail du sol à l'été, début automne et également au printemps, au stade 6-8 feuilles du chardon, répété 2 années de suite, qui s'avère efficace sur chardon. Parce que dans la majorité des essais, donc, on a observé une diminution de la pression chardon. Et la combinaison avec une culture étouffante comme de l'orge d'hiver s'avère intéressante. Donc j'irai pas plus loin pour les essais qui ont été réalisés sur le chardon. Ma collègue Fanny Villemain a la main sur ces essais et du coup un partage de ces résultats sera fait à la fin du projet, bien sûr. Si on passe maintenant à la partie rumex, du coup, pour vous présenter la stratégie, donc je rappelle que le rumex ne peut pas se gérer comme le chardon, ils n'ont pas la même biologie. Et notamment, on est parti sur une stratégie où on scalpe et on extrait le rumex. En scalpant la plante au niveau du collet,
on va lui supprimer en fait sa capacité à produire des graines, donc à se reproduire de façon sexuée, qui est à 95% le mode de multiplication du rumex, hein, alors que pour le chardon, on est plutôt à 95% de reproduction par multiplication végétative. Et en extrayant ensuite le rumex, après ce scalpage, on va éviter en fait qu'il se régénère de par les fragments qui auraient été occasionnés de par le scalpage au niveau du collet. On va extraire en fait la plante et éviter qu'elle se régénère de façon par multiplication végétative. Donc 2 modalités qui correspondent à des profondeurs de scalpage différentes. La modalité 1 qui consiste en un scalpage profond, la modalité 2 en un scalpage superficiel. Et une 3e modalité a été définie, proposée, en fonction en fait de l'expérience de l'agriculteur, de ses pratiques, du matériel qu'il a à disposition. Il pouvait mettre en place le travail du sol qui lui semblait le plus pertinent et adapté à sa parcelle. Il était imposé une alternance d'interculture courte et longue, notamment pour l'implantation d'un couvert pendant l'interculture longue, mais l'ordre des cultures et des intercultures n'était pas imposé. Donc, comme pour le chardon, je vous illustre ici sous forme de tableau l'itinéraire technique qui était proposé pour la gestion du rumex. Si on part dans le schéma qu'on commence par une interculture courte, donc on se positionne à l'été 2018, après la récolte de la culture précédente, on est à notre état initial, premier comptage, et à début d'automne 2018, là on réalise notre premier travail du sol qui était défini par premièrement un travail avec des outils à ailette, donc profondeur à adapter en fonction de la modalité choisie par l'agriculteur. Ensuite, un passage de vibroculteur 1 à 2 jours après le passage d'outils à ailette. Et ensuite, plusieurs passages de RC-tri, des redémarrages du rumex. Donc voilà, dans une stratégie de on scalpe et ensuite on extrait. Par la suite, voilà, on implante notre culture d'hiver et on fait un premier état final ou état intermédiaire après la récolte de cette culture d'hiver à l'été 2019. Et si on passe à la diapositive suivante, on repart en fait avec un travail du sol à l'été, début d'automne 2019. Donc en fonction de la modalité choisie, on adapte la profondeur de scalpage, mais même travail du sol que celui mentionné précédemment. Et là, on est dans le cadre d'une interculture longue, donc avec implantation d'un couvert. Ce qui a été défini dans le protocole, c'est si on est en présence de rumex de souche, on part sur l'implantation d'un couvert d'interculture, avec fauchage si possible. Et si on est sur des rumex jeunes, l'implantation d'un couvert étouffant. Ensuite, entre novembre et le printemps, si on est dans le cas de l'application d'un scalpage profond avec la modalité 1, un labour devait être réalisé entre novembre et mai de l'interculture longue, alors que si on était dans un scalpage plus superficiel, il était proposé un travail du sol au printemps 2020 avant l'implantation de la culture de printemps. Et ensuite, un dernier état final était proposé avec un comptage final à l'été 2020. Donc voilà pour les modalités de l'essai rumex. Et pour ce qui est des essais qui ont été réalisés, donc cette cartographie ici pour vous les illustrer, les essais réalisés. Donc sur les 15 prévus, 9 ont été réalisés. Dans certains cas, en fait, la pression rumex était trop faible ou des essais ont été abandonnés, donc ce qui explique en fait cette différence. Mais voilà, 2 essais ont été réalisés en Pays de Loire, en Mayenne et dans la Sarthe, 2 essais en Bourgogne, dans la Nièvre et l'Yonne, un essai en Bio-Aquitaine, 2 essais dans le Tarn-et-Garonne et 2 essais dans le Tarn. Donc par la suite, en fait, je vous propose de revoir les résultats de ces essais de façon globale. Ces essais sont toujours en cours d'analyse, notamment une analyse groupée de l'ensemble de ces essais, mais de par mes échanges avec les responsables d'essais, de par mes premières analyses individuelles d'essais, j'ai pu faire comme une approche globale de la stratégie et des moyens qui semblent efficaces pour gérer le rumex. Donc ce que je vous propose dans ces prochaines diapos, c'est d'élaborer point par point les moyens qui sont efficaces pour gérer le rumex. Donc à savoir que dans un premier temps, ce qui est observé, c'est que le choix de l'itinéraire cultural est prédominant sur la profondeur de travail du sol.
sur les différentes modalités qui ont été appliquées, que je vous ai présentées, en fait, il y a peu de différences qui ont été observées entre un travail du sol à 6-8 cm ou à 4-5 cm. Et ce qui ressort en fait des essais, c'est que le travail du sol en interculture est pertinent pour la gestion du rumex, notamment en été, début d'automne et en fin de printemps, et que la stratégie donc de scalper et d'extraire s'avère payante. Mais voilà, au niveau profondeur de scalpage, donc ça peut s'expliquer aussi par des étés secs qui ont compliqué en fait le réglage des outils dans certains cas où les modalités n'ont pas pu être respectées dans tous les essais. Donc voilà, il faudrait reproduire certainement ces différences de profondeur de scalpage dans d'autres essais pour évaluer l'impact de cette profondeur, mais dans ce cas-là, on n'a pas observé de différence entre les deux profondeurs de scalpage. Et voilà, ce qui n'était pas forcément prévu initialement dans le protocole, mais ce qui a été pratiqué par les agriculteurs, c'est l'implantation d'une culture d'été. Alors, ce que j'appelle culture d'été, c'est en fait un semis tardif au printemps qui permettait donc voilà de travailler le sol de façon plus tardive au printemps, et ce qui entraînait un travail du sol au moment du début de floraison du rumex, donc là où ses réserves sont minimales. C'est-à-dire que lorsqu'on réussit à intervenir à mi-mai, fin mai, donc le rumex a produit ses boutons floraux, et du coup ces réserves se retrouvent minimales, et c'est pendant l'été en fait qu'il se rend flou. Et du coup, en intervenant vraiment au fin du printemps, on intervient au moment où ces réserves sont au plus faible, et ça s'avère payant au vu des résultats qu'on a obtenus dans les essais. Et de plus, ce travail du sol tardif au printemps permet des binages également pendant l'été. Ensuite, ce qui a été observé, c'est que voilà, donc les outils à dents et à pas de doigts s'avèrent efficaces pour la stratégie de scalper et ensuite extraire le rumex. Il nous est remonté que les outils à disque entraînaient une fragmentation du rumex et ne semblaient pas idéales dans sa gestion, mais que par contre, voilà, travailler avec des outils à dents et pas de doigts permettait d'arriver à bout de l'implantation du rumex. Donc voilà, cultivateur à dents, vibroculteur, des outils de type chisel aussi se sont avérés efficaces. Et en complément de ce type d'outils, augmenter la surface travaillée, donc avoir un recouvrement maximal au niveau du travail du sol permet d'améliorer l'efficacité de gestion. L'ajout de peigne également qui renforce en fait l'extraction du rumex. Et ce qui nous est remonté, c'est que par contre les rouleaux semblaient favoriser les repousses. Voilà, en réappuyant en fait les fragments de rumex, on favorise en fait les repousses par la suite. Dans ces essais également, il y a des questions qui nous sont revenues, ou notamment voilà, par rapport au fait qu'on n'observe pas de différence entre les modalités. On se demandait voilà, si la profondeur de scalpage avait un impact, mais également les agriculteurs, les responsables d'essais se demandaient si les conditions séchantes au final n'avaient pas été plus favorables à la gestion du rumex. Et pour moi, voilà, j'ai envie de répondre que c'est une combinaison de facteurs. Intervenir au bon moment et dans les bonnes conditions permet d'avoir une action efficace. Où là, les étés secs, même s'ils ont rendu difficile du coup le réglage des outils dans certaines conditions, ils ont permis de déshydrater les fragments de racines et du coup ont empêché la reprise du rumex. Ce qui est observé également, notamment dans le Tarn-et-Garonne, c'est qu'une stratégie qui s'avère efficace sur rumex n'est pas forcément efficace sur chardon, ou alors qu'on a observé une diminution de la pression du rumex, une augmentation de la pression du chardon a été observée, et qu'avec ces essais, on ne peut pas conclure sur l'efficacité du couvert, car peu de couverts ont été mis en place, et le peu qui a été mis en place, ils ont eu un développement trop médiocre en fait pour pouvoir être exploitable. En conclusion générale pour l'ensemble de ces essais, ce qui est observé, c'est une diminution de la densité du rumex dans la majorité des essais et des stratégies qui s'avèrent efficaces, dont on observe en fait les bénéfices dès la première année, consolidés en deuxième année. Et vraiment, voilà, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que l'adaptation de son itinéraire cultural, et c'est ce qui est vraiment revenu par les agriculteurs, c'est que d'adapter son itinéraire à la gestion du rumex permet de gérer le rumex. Et en l'occurrence, c'est intervenir au bon moment,
Donc la période d'intervention, fin de printemps, en été et début automne, permet d'éviter en fait que le rumex se refasse ses réserves et d'intervenir lorsque ces réserves sont au plus faible. Un nombre de passages, minimum 3 ou 4 passages qui sont nécessaires, et le choix des outils, notamment vraiment avoir une stratégie où on scalpe et on extrait. Et prendre en compte bien sûr le contexte pédoclimatique où voilà, on était parti sur notamment un scalpage avec des outils à ailettes. Il s'avère que sur un sol argileux, c'est pas forcément le meilleur outil. Donc voilà, toujours à adapter au contexte pédoclimatique. Et du coup, rapidement, pour vous présenter une idée, enfin un modèle de valorisation de ces essais, donc valorisation individuelle. Donc en dernière diapositive, ce que voilà, je vous propose là, c'est une fiche donc récapitulative d'un essai qui débute en fait par le rappel du contexte, où, chez qui, combien de temps d'agriculture biologique, la période des essais, quel type d'adventice. Et voilà, ce sera un modèle de fiche qui sera commune aussi avec le chardon. Dans un second temps, on rappelle l'itinéraire culturel sous forme de frise avec un code couleur et différentes observations qui nous sont remontées par les responsables d'essai. Ensuite, une partie résultats où ils sont illustrés sous forme de graphique avec les points importants à retenir, et en fin de fiche, un témoignage producteur de l'expérimentateur qui rappelle ce qu'il a appris en fait de cette expérimentation, les bénéfices et ce qu'il faut éviter. Voilà pour le partage de ces premières analyses des essais rumex. Je rappelle que voilà, ces essais sont en cours d'analyse, qu'une analyse commune de l'ensemble des essais est en cours et que l'ensemble de ces résultats seront disponibles en fin de projet, donc plutôt en fin de cette année. Et merci à tous en tout cas pour votre écoute et votre participation. À bientôt.